on va débuter cette communication en continuant les remerciements. Tout comme Mabrouka, on voudrait vous remercier, Karel et Vincent, nous avoir associés à ce projet avec un très beau nom, Bulle. Et puis, pour notre part, Suzanne et moi, on vous remercie d'avoir associé le laboratoire Hélico à cette recherche. Et on voudrait aussi remercier tous ceux qui nous ont accueillis dans les BU, parce que on a trouvé... alors, on va reparler des usagers dont on n'osait pas rentrer dans l'intimité, mais ça, c'est autre chose. Mais vraiment, un grand merci. Gilles est là, voilà, pour tout l'ouverture, l'accompagnement, la réponse à nos questions, qui parfois étaient... un grand merci. Voilà, c'était des moments très agréables. Alors, notre communication, elle porte sur les médiations qui sont conçues, justement, dans ces BU, pour des usagers qui sont pensés autonomes. Et nous, ce qu'on a essayé de voir, c'était comment ces médiations, elles se matérialisaient dans les dispositifs, dans les discours et dans les pratiques des usagers que nous avons donc investigués. À partir de l'analyse de situation, on va vous proposer des analyses de situation, on va dégager des tendances générales sur ces médiations, en apportant des éléments de nuance qui seront la discipline, le niveau d'étude, et les lieux dans leur rapport au fond documentaire. Pour finir sur l'interrogation sur ce terme de transition, en fait, sur ce terrain de ce qu'on a observé, est-ce qu'on n'est pas dans un temps de transition? Alors, transition vers un autre monde d'affiliation au métier d'étudiant. On fera allusion à Coulon. Et puis, une transition pour les métiers de bibliothécaire. Alors, pour aborder ces éléments, donc il faut... Oui, je sais le faire. Alors, est-ce que c'est ici qu'il faut changer? Non. Bon, c'est pas grave, on rattrapera après. Ouais. Donc, pour déplier notre proposition, on va le faire en 3 points. Tout d'abord, on va voir ce que disent les dispositifs de médiation et les situations observées, ce qu'ils disent de la représentation des personnels des étudiants et des représentations que les étudiants peuvent avoir des personnels de ces lieux en miroir. Ensuite, nous ferons une focale sur le concept d'autonomie. Est-ce que dans ces lieux que nous avons investigués, ce n'est pas un allant de soi, l'autonomie en tant que concept et en tant que processus, donc de l'autonomie à l'autonomisation. Et puis pour clore, on terminera sur des questionnements qui ont émergé au cours de nos analyses communes sur des problématiques donc identitaires des acteurs, usagers et personnels. Suzanne, voilà, c'est à toi. On va passer à la première partie sur notre cadre conceptuel théorique et les informations sur le terrain qu'on a investi. Et donc, on souhaiterait mettre en avant 2 notions pour un peu ouvrir la boîte noire, les notions qui nous travaillent, qui nous ont travaillé. Donc, d'une part, la médiation. Voilà, on en a beaucoup entendu parler déjà aujourd'hui, Emmanuel, Karel. Et ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est que la médiation est souvent... Alors, on en parle beaucoup en sciences de l'information et de communication, mais souvent, une première entrée, c'est plutôt une entrée sur la médiation opérationnelle. La médiation, la bonne médiation pour créer du lien. Comment définir ça et quels sont les gestes afférents? Alors que nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est une dimension plus analytique, plus critique et voire même politique de la médiation telle qu'elle est matérialisée dans des dispositifs, que ce soit les lieux d'accueil ou des espaces différents. Et là, on ouvre un peu la boîte noire de la médiation qui implique à s'interroger sur les discours d'accompagnement, le dit, le non dit, et dans les travaux notamment de Vincent Rouzet, de d'Avalan, d'Antoine Ognon,
induit à réfléchir à ce qui est sous-jacent à ces dispositifs et au processus de mise en médiation qui implique des négociations, des représentations et surtout ce qui implique de comprendre non seulement l'offre de ces dispositifs, mais leur appropriation et leurs usages. Donc, nous sommes restés sensibles dans les analyses et ce qu'on a observé aux situations non seulement de conception, de mise en médiation de ces négociations, mais aussi dans une optique de relationnalité. La médiation, c'est la relation entre les dispositifs et les usagers. Donc, ça, c'est notre point de départ sur la médiation. Et il me semble que... Alors, l'autonomie, puisque c'est la focale qu'on a choisie pour notre communication, parmi les dispositifs, les situations qu'on va présenter, les discours qu'on a analysés, l'autonomie est apparue comme une préoccupation récurrente sur les 3 sites. Et elle l'avait été dans d'autres terrains précédemment. Là aussi, on a essayé de se situer dans une perspective critique. On est parti d'une acception générale, qui est celle que vous voyez là du CNRTL, comme la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir et d'agir librement. Et puis, on est allé vers les sciences humaines et sociales. On a... qui nous ont invités à dépasser l'autonomie comme un allant de soi, aussi bien en sociologie avec Lahire et Galland ou en SIC avec Liquette et Maury. Et ces études, ces auteurs nous ont exploré, étudié la manière dont dont se fabrique le sujet autonome dans nos sociétés contemporaines, avec, vous le voyez à travers cette citation, un ancrage scolaire dans le cadre éducatif et scolaire, mais qui nous a semblé transférable au monde des bibliothèques. C'est pourquoi, voilà, on voit la citation là, de Calange, qui, dès 2000, dès les années 2000, nous alerte sur les présupposés d'autonomie, à un moment où, dans les années 2000, le numérique re-questionne le périmètre des médiations. Et puis Dujol, qui, en miroir, lui, parle de sentiment d'autonomie, qui est renforcé, lié et à la fois renforcé par la facilité d'accès à l'information et aux produits culturels. Et enfin, cette autonomie qu'on pense aussi en termes de processus d'autonomisation, avec Marie-Angela Roselli, qui, elle, en sociologie, étudie les jeunes dans les bibliothèques publiques et qui considère que l'autonomisation ne peut pas se faire de façon injonctive, de façon descendante, verticale, mais se fait, nous dit-elle, de plus en plus par expérimentation dans des espaces de socialisation non cadrés ou moins cadrés en tout cas, et moins cadrés notamment par les standards de la légitimité culturelle. Donc voilà un petit peu le cadre théorique concernant l'autonomie. Concernant le terrain, vous voyez à l'écran quelques informations, quelques précisions concernant le terrain. On voulait apporter quelques informations qui nous semblaient éclairer la suite de notre communication. Préciser d'abord que 2 d'entre nous n'ont pas la chance d'être bordelaises et ont abordé ce terrain sans connaissance des bibliothèques universitaires, des sites dans leur forme d'avant-rénovation. Donc ça, c'était un point important. On a étudié les 3 sites, les sites que vous voyez, mais à l'intérieur de ces sites, des espaces variés, à la fois atrium, petites salles de travail de groupe, individuels, les espaces de convivialité, les espaces interstitiels. Et en termes de temporalité, vous voyez des dates qui s'échelonnent de mai 2024 à octobre 2024, avec un intérêt porté sur les dates de mai et juin, puisque c'est une période
au cours un moment où les bibliothèques universitaires sont assez vides. Et finalement, ce qu'on a pris au départ, peut-être, on a eu un petit présupposé là, on a pu prendre ça pour un obstacle, finalement, a aussi été s'est révélé un porteur et a aiguisé notre regard, puisqu'on a pu porter notre regard sur des dispositifs tels qu'ils étaient proposés dans leur intention originelle et sans qu'ils soient actualisés, puisqu'il y avait peu, voire pas d'usagers. De ce terrain, nous avons identifié plusieurs situations. Angèle parlait de situations typiques, parmi lesquelles emprunter, se former, se repérer, jouer, s'installer pour étudier. Nous en avons retenu 2 que nous allons vous présenter plus en détail, qui sont emprunter et s'installer pour étudier, et que l'on va décliner en 4 points. Une présentation d'abord de la situation, déclinée dans des exemples variés, pris à des moments et différents et sur des sites différents. L'énonciation de la médiation, quelle est l'intention de l'institution, et quelle est enfin l'appropriation par les usagers. Alors la première situation qu'on vous propose, c'est celle donc de l'emprunt physique que l'on a vu dans les trois lieux investigués et qui est un geste qui est largement médiatisé. Du point de vue de l'énonciation de la médiation, là, dans les 2 premières photos que vous avez à l'écran, c'est ce qui se passe à la BU de droit. Donc, c'est un espace qui est isolé dans un espace plus vaste. Il y a un accueil spécifique à l'entrée, avec une double signalétique à la fois sur le mur, où on vous dit en gros que c'est ici que vous pouvez emprunter, et puis une autre signalétique qui est sur les montants du meuble bibliothèque, avec des indications très procédurales de ce geste d'emprunter. 1, je prends mon livre. 2, je fais mon prêt à la borne. Et c'est terminé par un émoticône sourire pour marquer une forme de convivialité et de connivence pour accompagner ce geste. Et en fait, le prêt se fait donc avec une station informatique qui est dédiée, qui s'appelle un automate de prêt. Et vous avez à côté, le meuble bibliothèque, c'est pour récupérer ce qu'on a réservé. Et puis le petit chariot à côté de l'automate, c'est pour poser quand c'est un retour. Alors il y a une présence humaine quand même, parce que cet automate-là est à côté de l'Information Desk. Donc en fait, il y a une proximité, une dénomination en anglais, qui est une référence au monde de l'entreprise ou au service de hotline informatique. Et avec l'ensemble de cette énonciation, on note une forme d'invisibilisation du geste professionnel derrière. Alors, qui est allé chercher l'ouvrage pour le mettre dans la bibliothèque? Qui va ensuite du chariot le remettre en rayon? Voilà. Alors, l'intention de cette énonciation institutionnelle, c'est l'autonomie de l'usager. Voilà. Avec toutes les indications, il peut faire lui-même ce geste d'emprunt, et il y a donc une délégation du geste à l'usager dans un dialogue qu'on lui propose homme-machine. Alors on a pu constater, alors que ce soit à la BU Lettres ou bien à Marne aussi, une appropriation de cette proposition qui est perçue par les usagers comme un service personnalisé, un gain de temps. Voilà, je vais vous citer quelques verbatims de cet étudiant. Ça me permet de ne pas attendre qu'une personne soit disponible. Là, c'est la première fois, je perds du temps, mais la prochaine fois, je saurai faire et ça ira plus vite. Je n'aurai besoin de personne. Voilà, donc on était au mois de mai et effectivement, le personnel à côté n'a pas été sollicité malgré une hésitation sur l'automate. Où est-ce que je prends? Est-ce que c'est le meuble? Est-ce que c'est le chariot? Etc. Pour Marne, alors en fait, il y a quelques traces encore de ressources papier. Mais en fait, ça nous a été évoqué quasiment comme une anomalie. Ah, mais ça ne va pas rester là. Bientôt, il n'y aura plus du tout de papier. Ici, c'est du tout numérique. Et donc, ce service de prêt, d'emprunt, il est délégué au rez-de-chaussée avec un click and collect. Et là encore, il y a une totale invisibilisation du geste professionnel derrière ce geste de l'usager.
Le click and collect à Marne comme un Pessac, c'est le nom qui est utilisé sur les trois sites. C'est encore un vocabulaire qui est emprunté à un autre secteur que celui de la bibliothéconomie. Donc là, on est sur un usager à qui on propose un vocabulaire emprunté, le e-commerce, Mabrouka l'a dit, avec une idée transmise d'un geste qui est simple. On clique, on récupère, ça va vite. Et c'est la rapidité, la facilité du geste qui sont mis en avant. Voilà, je vais me terminer là parce qu'il y a une autre situation un peu plus longue qui va être décrite. La deuxième situation qu'on a choisi de vous présenter, c'est s'installer pour étudier, donc qui fait directement écho à ce qu'Emmanuel présentait ce matin en parlant d'espaces dispositifs médiateurs ou la démultiplication des espaces dont parlait Karel. On voit là donc en termes d'énonciation de la médiation qu'on est en présence. Il y a plusieurs diapos, vous verrez, d'espaces à configuration variable, on l'a dit, avec des espaces à la fois éloignés des collections, en cohérence avec les pratiques des étudiants telles qu'elles sont documentées et connues. On en a déjà parlé, des salles de lecture, d'études collectives, des salles de travail en groupe à 2, à 4, à 6, des salles de travail individuelles, des alcôves, des niches, différents. Et cette variété se double d'une variété dans les accessoires, le mobilier, les outils, l'équipement. On a parlé ce matin déjà des lampes, des écrans, des tableaux, des séparateurs, des ordinateurs ou pas d'ordinateurs. Des tables en bois ou des tables basses, etc., etc. Et de toute l'infrastructure aussi fonctionnelle qui l'accompagne. Là aussi, l'intention derrière cette énonciation, cette médiation, c'est l'intention de répondre à la problématique de l'espace, de la place, qui était un des éléments phares de la rénovation, c'est-à-dire à la fois proposer plus de place aux usagers en quantité, mais aussi en qualité, de proposer des médiations spatiales qui répondent à la variété des besoins et des pratiques documentées d'études des étudiants. Et à lire comme une invitation à investir un lieu, un cadre de confiance, comme le dit Marie Desprélaunay. Et sur ce point, l'intention, en termes d'appropriation, les usages et les intentions d'usage sont assez conformes avec les intentions des étudiants de STAPS rencontrés à l'ABU de droit, nous disent nous on va là où il y a des salles. Oui, et donc pour enchaîner sur cette idée que Valentine vient de mettre en avant, l'énonciation de l'institution et ce qu'on a pu constater dans les discours qu'on a recueillis, dans les observations qu'on a menées, cette grande satisfaction en fait de la part des usagers, de la part des étudiants, et ce qui permet de confirmer d'autres études menées notamment par Joël Lemarec. On a étudié des études menées aussi aux bibliothèques universitaires de Lille, c'est-à-dire que dans la parole des uns et des autres, on a entendu beaucoup d'éloges sur la salle qui coïncide tout à fait avec un besoin d'espace pour respirer, pour habiter, pour avoir un lieu tranquille, pour de s'isoler et de travailler sur la durée, plus ou moins longue, selon les niveaux et selon les objectifs, que ce soit révisé, préparer des concours. Et donc, on a trouvé une rencontre ou un espace véritablement de rencontre entre l'offre de l'institution et cette satisfaction des usagers par rapport à leurs besoins. Et donc ça nous interroge également par rapport à l'utilisation des documents, parce que généralement ce qu'on voit, c'est les usagers viennent avec leurs documents, ça on l'a vu dans d'autres projets également, que la matérialité des documents sur lesquels travaillent les étudiants, ce sont des documents largement secondaires et très peu de contacts, très peu de moments de recherche que nous avons pu capter dans nos observations. Donc, on s'interroge sur les processus d'autonomisation par la documentation, par le document. Donc, c'est une question que nous allons développer après.
Oui, je vais faire une transition rapide. C'est ça. Donc, au terme de la description de certaines situations, on va revenir sur la variété des dispositifs observés et analysés, donc variété des formes. Ça va des formations allant des plus formelles, formation avec une bibliothécaire, les space games que tu as pu observer, Valentine, aux moins formelles ou plus ponctuelles, les post-docs par exemple, des formations qui sont synchrones ou asynchrones, directes ou indirectes, l'importance de la signalétique dans ces formes, et puis la variété des objets sur lesquels portent ces médiations, le document, le lieu et les compétences infodoc. Et en étudiant ces traces, on a pu voir qu'il y avait des autonomies, différentes autonomies en coexistence. Tout à fait. Et donc, pour aller vite, 3 formes d'autonomie qu'on a pu observer, on les appelle autonomie réelle, autonomie supposée ou en représentation et autonomie en construction. Chacune de ces formes d'autonomie coïncide avec ou est configurée par les dispositifs qu'on a pu observer. Donc, autonomie réelle, effectivement, parce que les étudiants choisissent leur lieu, accèdent à des espaces qui leur permettent de travailler, organisent leur espace-temps de manière efficace. Et les verbatims le confirment. Les étudiants nous disent « je cherche mes documents toute seule, j'ai bien travaillé dans tel espace et donc je vais pouvoir discuter, bavarder dans les espaces de repos après ». Donc, on a ce sentiment d'autonomie réelle dans l'organisation de la journée et dans l'utilisation des espaces. L'autonomie supposée, c'est-à-dire l'autonomie en représentation de la part des médiateurs et des professionnels, c'est-à-dire que voilà, souvent les professionnels nous disaient les étudiants sont autonomes, voilà, ils sont capables de faire, ils sont capables de rechercher, et les étudiants par eux-mêmes nous ont dit nous on se débrouille informatiquement. On ne voit même pas ce qu'on pourrait poser comme question. Donc, on a cherché à savoir quel contact ils pouvaient avoir avec le personnel de la bibliothèque. Et j'ai eu quelques retours d'étudiants qui nous ont dit qu'est-ce qu'on pourrait même poser comme question des monétaires ou des bibliothécaires. Donc, un sentiment que on sait faire, on a tout ce qu'il faut. Les demandes et les requêtes via le dispositif RITA de questions sont souvent des questions très transactionnelles, très pointues sur les ouvrages à chercher et non pas sur une forme de questionnement sur les méthodologies qu'on pouvait déployer. Et cette troisième forme d'autonomie qu'on a pu observer également dans les séances de formation, c'est l'autonomisation, c'est-à-dire le processus d'acquisition d'autonomie. On a pu vraiment assister à quelques séances de formation et de voir en quoi, surtout au niveau maîtrise, le contact avec les documents nécessaires et les méthodologies de travail pour bien développer une bibliographie, bien utiliser Zotero, bien se mouvoir, naviguer dans les outils, les collections numériques. Ça vient dans ces séances de médiation un rythme effréné, en fait, lors des séances qui sont très concentrées et centrées sur les astuces pour bien se préparer pour le mémoire. Donc, on a été frappés par cette accélération, une sorte de rattrapage en accéléré au niveau de la maîtrise pour, en fait, l'autonomisation pour ce processus d'acquisition de modalités de travail dans les documents et dans la documentation. Au terme de ces analyses, donc, nous souhaitons soumettre des pistes exploratoires qui s'articulent autour de l'idée de transition au pluriel, comme on l'a déjà évoqué ce matin, à la fois transition du métier de l'étudiant, mais aussi transition du métier des bibliothèques. Moment de transition, alors qui est amorcé depuis les Learning Centres, dont on a parlé ce matin, dont Suzanne Kovacs, Yolande Maury et Sylvie Condette avaient dessiné le modèle déjà en 2018, à la fin des années 2010, et dont on aurait ici une déclinaison. Donc 3 pistes à vous soumettre. On insiste sur cette idée de piste, non pas par précaution oratoire, mais parce que ça nous semble être il nous manque réellement des données
qu'il faudrait, qu'on pourrait obtenir avec des entretiens beaucoup plus longs des acteurs. Et voilà, les pistes. Oui, les pistes. C'est notre conclusion. C'est notre conclusion et ça reprend en fait des choses qu'on a déjà entendues. Que devient le métier d'étudiant à partir de notamment des travaux d'Alain Coulon que Angèle a cité en début de l'exposé. Alain Coulon surtout montrait que cette affiliation symbolique se fait à partir du contact avec les savoirs, du contact avec les collections. Alors là, ce qu'on a pu observer, c'est que l'affiliation concerne beaucoup plus l'affiliation à la vie de l'étudiant, à gérer le temps, à choisir son espace, à choisir un lieu, à passer d'un espace à l'autre. Et donc, comme Valentine vient de le dire, sans doute il faudrait d'autres travaux pour comprendre sociologiquement ou dans la trajectoire d'une vie comment ce métier d'étudiant en transition, on suppose, ou on fait l'hypothèse, se met en place. Et donc ça, c'est une piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion en corollaire, c'est que devient les gestes professionnels, l'activité des professionnels et la représentation aussi de ces gestes qui sont un peu invisibilisés de nos jours de par ces choix dont on a parlé et dont on a entendu parler ce matin. Donc voilà. Et troisième piste, c'est en quelque sorte, et la BU Marne est un peu emblématique de cette nouvelle image, nouvelle représentation de la BU sans livre, sans collection. Est-ce que c'est ça, le nouvel modèle de bibliothèque? Est-ce que c'est cette nouvelle conception de médiation qui sous-tend les évolutions en cours et qui nous renvoie à des questions sociales et sociétales sur la responsabilisation et l'autonomisation des individus qui sont censés être capables de gérer par eux-mêmes leur transition, leur vie d'étudiant. Voilà. Merci. Merci.